Bonjour, vous allez bien? Vous avez fait bon voyage? Cool. J'espère que la keynote de présentation c'était bien parce que nous on n'a pas pu la voir, on a préféré tester la présentation avant. Et heureusement parce que la vidéo marchait pas, classique. Sur ce, on est super ravis, Marie et moi, de vous présenter notre petite talk ici, notre petit retour d'expérience sur maîtriser la tempête, intégrer sereinement la narration dans une prod. Parce qu'on sait que dans des prods, il y a toujours des tempêtes et c'est normal parce que c'est la vie des projets tout simplement. Donc on va commencer par se présenter. Moi je suis Marie Neumann, je suis une ancienne UX designer dans l'informatique et je me suis reconvertie il y a quelques années dans le jeu vidéo en tant que narrative designer. J'ai notamment travaillé sur Caravan Sandwich, mais je ne fais pas que du jeu vidéo, je fais aussi du jeu de rôle. C'est bientôt à paraître, mais je n'ai pas encore le droit de dire, donc voilà. Et moi, de mon côté, Pauline Marlière, enchantée, belge, vous allez sans doute l'entendre. J'espère que mon accent vous plaira. Et je fais du jeu vidéo depuis 2016. J'ai cofondé le studio Team Panoptes. On a sorti le jeu Panoptique en 2018-2019, je sais plus, j'ai oublié. J'ai quitté le studio, j'aimais trop la narration et les VR Party Games, c'était bof la narration en fait. Même si c'est très cool, hein, mais bon, voilà, c'était pas adapté. Je me suis lancée en freelance en narrative design, j'ai fait plein de projets qui se sont cassés la gueule jusqu'à faire Caravan Sandwich et depuis ça se passe très bien. Et de temps en temps je retourne aussi à mes premiers amours qui sont le cinéma d'animation. J'ai travaillé sur Sirocco et le Royaume des courants d'air, si vous l'avez vu, j'étais clean-up artiste dessus. Très cool film. Mais essentiellement, voilà, de la narration maintenant. Je suis sur 4 jeux en même temps parce que payer une senior narrative designer, c'est cher. Donc, on prend de moi à petit peu dans chaque projet, ce qui est très cool. Ce qui demande beaucoup de gymnastique de cerveau aussi. Donc, comme on vous l'a dit, on a toutes les deux travaillé sur Caravan Sandwich. Et du coup, on voulait vous montrer une petite photo de l'équipe. On est beau. On est beau. En fait... on a toutes les deux travaillé sur Caravan Sandwich, mais on n'y a pas travaillé en même temps. J'ai d'abord travaillé sur Caravan Sandwich, puis après c'est Pauline qui a pris la suite. Et en fait, c'était aussi pour vous montrer que un jeu vidéo, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour nous, c'était même une course de relais concernant la narration. Oui, parce qu'au final, en fait, on s'est rencontrés après avoir sorti le jeu, c'est ça qui, après, même peut-être à une conférence, à un game camp pendant ou quoi, mais voilà, comme ça, vite fait. Mais oui, marathon, course relais, c'est la vie de développeur de jeux vidéo, littéralement. Ici, mais d'ailleurs, comme c'est notre production qu'on a en commun, on va vous montrer quelques exemples venant du jeu, des propos qu'on veut apporter dans cette conférence. Et en parlant de conférence, on parle de narrative design ici, on vous propose de commencer par une petite définition, histoire de tous se mettre à la même page. Du coup, petit disclaimer, c'est que le narrative design, en fonction de si vous êtes dans une grosse prod ou un petit studio indépendant, vous n'aurez pas le même champ d'application. Studio indépendant, vous aurez beaucoup plus de casquettes que dans un gros studio, par exemple. Mais pour qu'on soit à peu près clair sur cette conférence, le narrative design, c'est, le but du narrative design, c'est d'avoir une vision et de mener cette vision et l'histoire dans le même sens, du début jusqu'à la fin de la prod, et même en post-prod après. Exactement, et de trouver tous les moyens que vous pouvez avoir à votre disposition pour implémenter cette narration dans votre prod, ce qui peut être très cool, ce qui peut amener à plein de collaborations, ce qui est pour ça qu'on aime notre métier au final. Mais aussi, en parlant de métier, on parle ici de narrative design, mais en soi, on peut très bien se retrouver à avoir plusieurs casquettes comme game writer ou ghostwriter aussi dans une production de jeux vidéo. C'est ce qu'on va vous expliquer avec le slide suivant. Alors du coup, quand vous engagez une personne, généralement on recherche un narrative designer parce que c'est le premier terme qu'on a entendu parler. Et le truc, c'est que y a d'autres métiers qui gravitent autour, notamment le game writer et le ghostwriter, donc qui ont des casquettes un peu différentes. Et des fois, on fait appel à un narrative designer alors qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. Donc le narrative design, ça va être comment est-ce que, avec les outils que je vais avoir en jeu, donc le gameplay, le son, tout ça, je vais réussir à donner mon histoire, mais pas forcément en écrivant. Le game writer, ça va être vraiment là, par exemple, donner son style au jeu et écrire l'histoire, écrire les dialogues, écrire les descriptions. Là où le ghostwriter, ça va beaucoup plus être s'il y a un style qui est déjà en place, comment moi je m'adapte à ce style et j'écris en fonction de ce style sans rajouter ma patte, voire faire émerger justement ce style.
Et du coup, ces 3 métiers ont chacun leurs 3 défis, challenges à réaliser, je vais quand même pas dire subir, voyons, en cours de prod, qui sont, en tant que narrative designer, on est amené, comme on l'a dit un peu plus tôt, à collaborer. Il faut trouver des bons moyens de communication avec toute l'équipe, il faut être au courant de tout, il faut transmettre l'information, il faut avoir une documentation assez efficace aussi. Pour un game writer, ça va être le fait d'adapter son style, d'adapter sa patte à la production du jeu, au jeu qu'on est en train de faire. Et ça peut être un peu compliqué, ou parfois ça peut aller très smooth. Ou encore ghostwriter, là, on va être plus littéralement dans des sessions de psy. Je peux vous le dire, parce que j'ai ça avec certains clients où, en fait, au final, j'ai l'impression d'être plus une psy qu'une writer, mais c'est très cool, hein, parce que justement, ça permet d'extirper leurs idées de leur cerveau, de trouver leur style et de leur permettre d'utiliser leur voix, mais de manière correcte et implémentable dans un jeu vidéo. Ce qu'il faut aussi différencier, c'est le narrative design et le game design. Du coup, si tu peux passer à la slide suivante. Yep. Le game design, en fait, le game designer va avoir des notions de narration, comme le narrative designer va avoir des notions de gameplay. Mais la grosse différence, ça va être que le game designer, il va créer et optimiser les mécaniques du jeu, là où le narrative designer, il va essayer de rendre ça le plus fluide possible et cohérent avec l'histoire. Et c'est un allié précieux pour nous, le game designer. Oui, c'est clair. Et même si en soi, on peut très bien être game designer et narrative designer en même temps. Moi, dans mon parcours, j'ai d'abord été game designer avant d'être narrative designer. Il n'empêche que ça reste 2 métiers différents. À partir du moment où votre prod, elle est quand même un peu plus conséquente, vous avez, je sais pas, 5, 6, 7 personnes, voire plus, dans votre prod indé, c'est quand même bien de ne pas avoir la même personne qui fait les 2 métiers en même temps. Ça peut être une charge de travail assez conséquente. Et juste, vous n'êtes pas payé 2 salaires pour faire 2 métiers en même temps. Donc, au final, s'il vous plaît, engagez les bonnes personnes pour votre projet. Et du coup, ces 2 métiers-là vont dans le même sens. Et c'est pour ça qu'on va parler maintenant de vision. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une vision claire? La vision de votre jeu, c'est qu'est-ce que vous voulez raconter à vos joueurs, les valeurs que vous voulez défendre à l'intérieur. Moi, le conseil que je vous donne, surtout pour les premiers jeux vidéo, faites le plus simple possible. Il y a le syndrome du premier jeu, que beaucoup doivent connaître, c'est qu'on veut tout mettre dedans. On veut mettre toutes ces valeurs, toutes ces idées, toutes ces histoires. Et le problème, c'est qu'en fait, on a tendance à s'éparpiller. Vous aurez, j'espère pour vous, d'autres occasions de faire d'autres jeux. Gardez ces idées pour ces autres jeux et faites vraiment le plus simple possible. Ayez une vision claire sur ça. Et gardez-la. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de la garder. Si vous gardez votre vision, déjà, ça sera plus simple pour planifier, tout simplement, et d'avoir une cohérence de narration du début de votre projet jusqu'à la fin de la prod. Alors que si vous rétro-pédalez, vous allez devoir refaire du travail que vous avez déjà fait. Donc vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous allez aussi devoir refaire du travail déjà fait dans des délais qui sont souvent pas convenables. Donc du coup, vous allez perdre aussi la santé de vos équipes. Après, c'est tout à fait possible aussi d'avoir une vision qui évolue organiquement avec le projet, parce que au fur et à mesure des collaboratrices qui rejoignent votre projet, vous avez une nouvelle voix à votre projet, vous avez des nouvelles références, et justement, en parlant de références, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi nos références, comment elles sont designées en elles-mêmes et comment elles peuvent s'implémenter dans notre jeu, même si elles sont un peu différentes. C'est pour ça qu'ici, dans notre gestion des références filmiques, là, je vous prends un exemple qu'on avait sur Caravan Sandwich, qui est le film After Sun, un film absolument magnifique. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Ça parle beaucoup de... Enfin, ça parle pas en soi. Disons que ça crée de l'émotion au niveau de la mélancolie, de la nostalgie, du fait du temps qu'on n'aurait pas pu passer avec quelqu'un qu'on n'a pas passé. Donc c'est très très précis dans ce type de nostalgie, ce qui est justement une nostalgie que l'on voulait retrouver dans Caravan Sandwich en termes narratifs. Pour faire le pitch du jeu, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, en soi, on est à la recherche de notre sœur Garance qui a disparu, et du coup, c'est du temps qu'on n'a pas passé avec notre sœur. Comment est-ce qu'on retransmet ça? Et c'est aussi une planète qu'on a quittée, une planète qu'on retrouve. Et ici, voilà, ce film, il est très utile. Pourquoi? Il est très utile pour viser justement ces émotions. Mais ça reste un film.
Donc, un film que vous appuyez sur play, le film il va du timer 00 à la fin de son timer de film qui est, je sais pas, on va dire 1h30. Nous, notre jeu ici, déjà, on ne connaît pas non plus le temps que les joueurs ont passé dessus. On peut avoir une fourchette. Mais aussi, ça va pas se. Enfin, il y a des jeux qui peuvent défiler du début à la fin. Je pense ici à Virginia pour ceux qui ont joué à ce jeu qui était très sympathique aussi. Mais ici, dans Caravan, on a cette liberté du joueur où on les laisse se promener dans notre open world et on ne peut pas les forcer à avoir des séquences de moments filmés à plein d'endroits différents et de maîtriser ça sans justement perdre de cette liberté du joueur. Donc ça a bien noté dans vos références, vous devez savoir pourquoi vous avez de cette référence, mais vous n'êtes pas obligé de coller à fond à cette référence non plus. Ceci, voilà, des jeux, quand je pense à After Sun maintenant, j'ai joué récemment à Wednesdays, j'espère que vous y avez joué, en plus il y a quelques personnes qui ont participé au jeu, qui sont présentes à la donne, qui est un jeu absolument magnifique, et je trouve que justement il utilise bien ces petites séquences de moments de nostalgie que l'on peut du coup choisir quel moment on décide de vivre, mais qui a voilà, cette grosse référence à After Sun. J'ai l'impression peut-être que si ça se trouve vous l'avez pas vu du tout, hein, mais voilà, ça se ressentait. On a parlé du coup de références filmiques, mais à adapter en jeu. On a aussi des références 2D à adapter, pour nous, à un jeu 3D. On avait notamment Night in the Wood, qui est une référence qui est arrivée en tout début de production, là où After Sun est arrivé. Moi, j'étais plus déjà sur Caravan Sandwich. Donc Night in the Wood, référence très sympathique sur un open world en 2D. Il a fallu du coup transférer ça sur un open world en 3D. Et là où en 2D, on a justement cette capacité de, on va passer devant toutes les bulles de dialogue et on peut les éviter. On peut faire ce choix conscient de ne pas interagir avec tout le monde. Et c'est OK et ça a un impact. Dans Caravan Sandwich, on est sur de la 3D et donc du coup, si on passe pas devant une bulle de dialogue, c'est pas forcément un choix conscient parce qu'en fait, c'est juste qu'on n'est pas passé devant parce qu'on est sur un axe en plus. Et à savoir ici, encore une fois, on doit savoir pourquoi est-ce qu'on prend cette référence, pourquoi est-ce qu'on prend Night in the Wood en référence. Ici, ce qui intéressait l'équipe, ce qui était vraiment percutant pour notre prod, c'était le ton employé par les personnages dans leur dialogue, le ton assez désinvolte, assez chill, parler assez direct, le fait que nos textes soient écrits comme on parle en fait. Et Night in the Wood le faisait très bien, et d'ailleurs on a même pu être mis en relation, je pense, avec la personne qui s'occupait d'un mode avec la trad française. Enfin, c'était assez cool pour le coup. Donc en gros, c'est bien de prendre des références, c'est bien aussi de comprendre comment est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qu'on prend de cette référence pour l'adapter dans notre jeu, parce que on en revient toujours à réussir à faire une vision qui va dans le même sens. Exactement. Donc pour faire une vision qui va dans le même sens, il faut collaborer avec beaucoup de gens. Oui. Oui, la collaboration, des meetings, ça va être votre vie de narrative designer si vous décidez de prendre cette voie ou si vous voulez déjà, vous devez très bien le savoir que on parle beaucoup. Ça doit être mis dans le planning. Et pour justement parler du genre de meeting que l'on peut avoir avec tous les départements disponibles, on va vous prendre un petit exemple de scène de Caravan Sandwich et on va la détricoter. Ici, on se trouve dans le village d'Estelo et on a ce personnage Yuka qui va nous donner une quête, la quête apéro, comme on l'appelle. Il y a beaucoup de belgicismes cachés dans cette slide. Si vous parvenez à tous les trouver, je vous offre un verre. Donc on a travaillé à beaucoup de mains sur cette scène. Alors déjà, si on recentre sur le travail de game writing, là on vous propose un petit workflow de juste pour une ligne de dialogue. Donc déjà on est sur une ligne qui est à écrire, qui va ensuite avoir une placeholder, donc quelle va être l'intention de cette ligne. Puis sur un premier draft qui est juste censé être là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus facile de réécrire que d'écrire. Donc des fois, la première ligne, on va juste mettre un truc un peu temporaire, juste histoire de dire qu'on l'a écrit, et après on pourra retravailler. Ça sera toujours plus simple de retravailler quelque chose que de créer du néant.
Et ensuite, est-ce qu'il y a besoin d'une itération ? Est-ce que le texte convient ou pas ? Et ça, ça généralement votre directrice créative qui va vous le dire. Donc du coup, c'est là où on commence la boucle d'itération, DV1, DV2, DV10, DV30. Oui, ça arrive. Des fois, ça passe en V1 et c'est génial, hein, mais des fois, il en faut beaucoup. Donc rien que sur une ligne, on n'est déjà pas toute seule. Alors je vous laisse imaginer sur cette petite scène. Oui, clairement. Et ici, pour revenir encore vite fait sur comment est-ce qu'on travaille ces lignes-là, clairement, en fait, si vous avez des narrative designers et des game writers à la fois dans votre prod, vous pouvez avoir votre narrative designer qui va vous donner une V0, qui va être la description de l'information qui va être donnée et le ton, l'émotion qui va être employée. Puis après, ça va passer dans les mains du game writer où on va d'abord faire une V1 où, à ce moment-là, le texte, il a juste pour but d'exister. On s'en fout s'il est moche, il a juste besoin d'être là, et s'il est déjà hors de votre tête, c'est une bonne chose. Puis après, voilà, boucle d'itération, on fait fonctionner le texte, on le fait glow up jusqu'à ce que ça plaise à tout le monde. Mais en effet, c'est pas que des lignes de narration, des lignes de texte, la scène que l'on vient de voir. C'est un travail avec plein de monde. Vous pouvez voir aussi le super fanart de Chanice, notre environnement artiste, qui a fait un très beau fanart de Sauge ici. On a mis quelques fanarts, on les aime beaucoup. Et du coup, voilà, donc, on a cette vision du projet. On travaille main dans la main avec notre directrice créative pour justement garder cette vision, mais ensuite, en tant que narrative designer, on va travailler justement la narration avec chaque pôle. Que ce soit pour le game et le level design, où on doit décider comment les bulles de dialogue vont s'afficher, la police, quel texte va être mis en gras, on va avoir la gestion du journal de quête, le placement de la scène aussi, à quel endroit dans le niveau. Que ce soit en sound design, en musique aussi. En sound design, vous avez pu entendre notamment le travail de Clotilde sur les petits tili de Yuka et de Sauge qui parlent. En fait, ça a été du travail qu'on a fait ensemble. On a essayé de trouver comment caractériser nos personnages, comment trouver leur voix grâce au sound design. La musique, pareil, c'est une musique qui évolue au fur et à mesure de la quête, qui retranscrit bien notre ambiance chill, de safe place, d'endroits où on est bien, Estello. On a aussi la programmation. On a beaucoup travaillé avec nos devs pour avoir des outils pour implémenter cette narration. Ça se fait pas tout seul. Et ils nous ont vraiment beaucoup facilité le travail. Ça, on peut les remercier. Pareil pour l'art, ça a été la création de modèles, la collaboration avec l'animation. Je vois Morgan qui est dans la salle, on lui fait coucou. Où justement, en plus, en tant qu'ancienne animatrice, c'était très cool de discuter de la caractérisation, des émotions des personnages, de leur petit tic, de comment est-ce qu'ils allaient bouger pour les personnifier. On a la QA aussi. Alors, on n'a pas spécialement interagi directement avec la QA parce que c'est arrivé un petit peu plus tard en prod, mais on faisait quelques petites sessions de QA entre personnes de la prod, personnes qui étaient présentes au moment de la prod, pour justement trouver des bugs, fixer ces bugs et tout ça. Et il y en avait des bugs. Il y avait beaucoup de clones de Yuka qui se baladaient un peu partout des clones de Sauge aussi. Après, c'est de la science-fiction, donc ça pouvait passer en soi, mais bon. Donc justement, on travaille avec tout ce beau monde et parfois on est confronté à des avis et à des opinions qui sont différentes. Du coup, je vous propose une petite slide sur la gestion des biais, justement. Parce que ça a un impact autant dans votre jeu qu'en dehors du jeu, et ce qui a un impact aussi en dehors du jeu a un impact dans votre jeu. Donc déjà, pour votre jeu, je vous conseille de faire appel à des sensitivity readers. C'est des personnes qui vont relire votre jeu, qui vont y jouer, et qui vont permettre en fait de débunker un peu des fois des mots ou des expressions ou même des situations qui font que ça pourrait porter atteinte à des communautés ou être irrespectueux envers des personnes et que vous n'en avez même pas conscience, c'était même pas votre intention. Mais ça arrive parce que en fait, l'humain est faillible tout simplement et vous ne pouvez pas tout connaître. Donc sensitivity reader, hyper important. Faire des playtests aussi, et par pitié, ne les faites pas qu'avec votre entourage. Votre entourage, généralement, ils ont les mêmes biais que vous. Et donc du coup, ils vont voir les mêmes choses que vous, mais pas les choses qu'un sensitivity reader, par exemple, pourrait voir, ou que d'autres personnes pourraient voir. Donc n'hésitez pas à aller faire tester votre jeu ailleurs, à sortir un peu de votre cadre pour le faire tester. Si vous abordez des thèmes un peu compliqués, parlez aux personnes concernées, même si vous êtes concerné. Parce que
la vie, elle est multiple. Pour un même cas, on peut avoir plein de vécus différents. Et c'est cool d'apporter justement ces différentes visions et ces différentes choses que vous auriez peut-être pas vécues, mais que d'autres auraient vécues. Donc n'hésitez pas à aller parler avec des personnes qui sont directement concernées, que vous l'êtes ou que vous ne le soyez pas. Ce qui est important de retenir, c'est que chaque personne a un impact hyper important sur le jeu. Chaque personne va laisser son empreinte. Et à partir de là, les personnes que vous allez recruter vont être hyper importantes. Parce que si vous recrutez que des personnes comme vous, effectivement, votre jeu, ça va être une ligne droite et peut-être il sera moins diversifié que si vous recrutez des personnes diversifiées. Donc de communautés différentes, communautés ethniques, communautés de genre, handi. Ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes, même handi, avec les bons aménagements, ils sont tout aussi compétentes, voire plus compétentes. Donc franchement, n'hésitez pas à aller chercher des personnes différentes de vous lors de vos recrutements. Et une fois que vous avez ces personnes dans vos équipes, respectez aussi ces différences, parce que si vous commencez à les brimer, elles ne pourront pas apporter ce pourquoi vous êtes allé les chercher. Justement, cette petite différence qui fait que vous les avez recrutés. Donc du coup, je vous propose une petite bonne pratique aussi, c'est lors des réunions, c'est de pratiquer l'attribution et l'amplification. Alors, comment est-ce que ça s'exprime en réalité ? Ça arrive souvent en fait qu'on ait des personnes marginalisées au sein de studios qui émettent des idées et en fait les idées ne sont pas écoutées. Et quand elles sont reprises par des personnes moins marginalisées du studio, bizarrement les idées sont écoutées et là du coup l'idée est portée et on la met en place. Donc en fait c'est bien de réattribuer à d'où vient l'idée à la base et de dire oui, Pauline effectivement avait déjà il y a 2 réunions mis le point sur ce problème-là, donc elle avait déjà identifié ses besoins, donc effectivement je pense qu'on peut continuer à aller dans cette direction. Donc voilà. Clairement, et justement, cette problématique d'attribution des idées, elle découle un petit peu de ce qu'on va appeler des boys clubs. Et j'aimerais revenir sur ces boys clubs parce que même dans des équipes déconstruites, et ça je l'ai vu tout au long de ma carrière, de mes débuts à maintenant, même dans des équipes déconstruites, en fait, les mécaniques de boys club, elles se manifestent. Donc, ici... Caravane Sandwich, c'est un jeu rigolo, regardez, on vole sur des gens. Ou pas, à vous de voir. Mais clairement, c'est systémique, on les applique sans faire gaffe. Et voilà, des hommes vont souvent couper la parole, parler au-dessus des personnes issues de minorités de genre. Et votre équipe, elle peut perdre confiance en elle à cause de ça. Et donc, il faut toujours rester vigilant et casser ces mécaniques dès que possible. On remarque aussi que les idées des personnes non-hommes ne vont pas être écoutées, pour ensuite être reprises par un homme, qui n'aura pas forcément la même réflexion derrière et ne pourra pas pousser l'idée si on demande, voilà, c'était quoi ton process pour avoir cette idée? Parce que moi, ça m'intéresse en tant que narrative designer de savoir qui a eu l'idée pour aller creuser justement dans le cerveau et sortir le cerveau par le nez de la personne pour utiliser cette mécanique, parce que j'ai besoin de l'implémenter et j'ai besoin d'avoir ce process. Et en gros, si votre équipe, à un moment, elle vous dit que ça ne va pas, vous devez la prendre au sérieux. Et il ne faut pas penser que c'est parce qu'on est déconstruit que ça ne peut pas arriver chez vous. Donc, pour éviter un max l'apparition de ces mécaniques, on va vous parler de quelques bonnes pratiques en narration. Mais pas que. Encore un magnifique fanart d'une personne sur Twitter, cette fois-ci. Regardez, bonne pratique, on est chill comme sauge. Vas-y, passe. Oui. Donc, encore une fois, la narration, c'est pas que du design, c'est pas que de l'écriture et c'est pas que des meetings. C'est beaucoup de choses. Et du coup, voilà, il y a des bonnes pratiques humaines pour passer une prod sereine. On va commencer par un constat simple. Vos joueurs sont intelligents. Partez de ça. Évitez les explications psychologiques dans vos jeux. Donc, c'est quoi l'explication psychologique? C'est par exemple, vous êtes en train de regarder un film et là, vous avez votre personnage qui sort son téléphone et qui fait « Allô maman, oui, tu te souviens de ma dépression il y a 3 ans, et en fait, là, je suis en train de retomber dedans. » Non, c'est quand vous appelez vous, votre mère dans la vraie vie et que vous parlez de votre dépression, votre mère, elle le sait déjà que vous avez fait une dépression il y a 3 ans. Vous n'êtes pas obligé de le recontextualiser tout le temps. Donc, en fait, partez du principe que vos joueurs sont intelligents et laissez le décor s'exprimer pour les personnages. Ça sera beaucoup plus impactant justement dans le jeu à vivre
oui, c'est ça, dans le chemin de jeu que va vivre votre joueuse. On a aussi trop répété les objectifs, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Des fois, on est là en mode, oui, je veux vraiment que mon joueur il sache vers où il faut aller. Oui, bah, c'est simple, vous le mettez une fois dans vos dialogues pour ceux qui ont vraiment envie d'écouter tous les dialogues. Après, on sait très bien que les joueuses, soit ils skippent les dialogues, soit des fois, ils font des pauses de 3 mois avant de relancer le jeu. Donc, vous le mettez une fois dans le journal de quête. Bon, du coup, pour Caravan Sandwich, c'était pratique pour ça. Mais... pour d'autres jeux, c'est peut-être plus compliqué. On verra pour s'adapter sur d'autres. Mais du coup, évitez de répéter et faites confiance à vos joueuses, parce qu'elles ont l'habitude d'aller chercher les informations. Et s'accrocher à une idée, des idées, il y en a partout, il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes, on s'en fout. S'accrocher à une idée, c'est très dur parce que vous allez faire des playtests et ça se trouve, votre idée miraculeuse, incroyable et tout, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que vos joueurs ils vont pas comprendre, ça va pas fonctionner parce que c'est buggé, vous arriverez jamais à l'implémenter. Il y a plein de choses qui font que ça pourra pas fonctionner, donc évitez de vous accrocher à vos idées et faites confiance à vos joueuses et à vos joueurs. Et dans les autres mauvaises pratiques, on va en retrouver une que vous connaissez certainement, qui est le crunch. Le crunch, c'est non. Pourquoi c'est non? Bon, clairement, la santé de votre équipe, je ne sais pas, ça me semble être important quand même. S'il vous plaît. Mais voilà, c'est à vous de protéger vos équipes du crunch. Et à vous, je m'adresse au patron ici. Et s'il vous plaît, chers patrons, patronnes, ne crunchez pas non plus, parce qu'on a besoin de vous. Nous, l'équipe, on aimerait bien vous avoir en forme le matin. Et si vous avez passé votre nuit à implémenter un niveau pour justement protéger votre équipe du crunch, ça va pas non plus être la solution, parce que vous ne serez pas en forme le lendemain et l'épuisement va s'accumuler et on va vous retrouver au 36e dessous par après et on ne saura pas comment vous aider, nous, et on sera fort démunis si vous vous mettez à cruncher aussi. Donc du coup, l'une des bonnes pratiques à mettre en place, c'est préférer le cut au crunch. Donc vous coupez une partie de votre histoire, vous coupez une partie de votre jeu, et vous inquiétez pas, nous on arrivera toujours à adapter l'histoire et à retomber sur nos pattes, mais essayez de le faire le plus tôt possible afin de préserver et la qualité du jeu et la santé de vos équipes. Et si jamais vous avez trop la tête dans le guidon et que le crunch se manifeste quand même, écoutez, créer des contre-pouvoirs. C'est important de les avoir au sein d'un studio. Moi, de mon côté, j'ai été patronne pour Team Panoptes. On n'avait pas justement de contre-pouvoirs entre nous. Et quand les choses se sont mal passées, elles se sont très mal passées. C'est important ici. Là, j'ai l'exemple d'un studio belge justement avec qui je collabore assez, où les patrons entre eux, donc c'est 3 cofondateurs. Et si jamais il y en a un qui est trop lancé dans son idée, qui ne voit pas que ça va poser problème et que juste la pression de payer les salaires, la pression de continuer à financer le jeu, ça peut vite s'accumuler et vous pouvez vite oublier tout ce qu'il y a autour de vous. Ces 2 autres cofondateurs ont des workflows qui peuvent se mettre en route pour justement dire stop, maintenant tu vas prendre 1 semaine de vacances et tu vas boire de l'eau, te reposer, ou autre chose, à votre guise, vous vivez votre vie. Mais surtout, vous prenez le temps de souffler et de se faire un petit... voilà, on remet les choses à plat et on essaye de voir comment on peut améliorer notre prod pour que ça aille mieux, en fait. Donc du coup, pour éviter au max les sorties de route, on va vous proposer un exemple de pipeline narrative qui va du coup de l'idéation jusqu'à la post-production, une fois que votre jeu est sorti. On a un petit QR code à la fin de la présentation où vous pourrez retrouver les slides qui vont suivre directement dans un petit dossier Google Drive. Donc vous n'êtes pas obligé de les prendre en photo si jamais. Voilà, c'est cadeau. À savoir aussi que la pipeline qu'on va vous présenter, elle a d'abord été présentée par Ella Lowgren, une narrative designer, creative director. Alors, je sais plus, c'était une conférence en Australie. Elle a posté un thread Twitter il y a genre 3 ans. Mais c'est une pipeline que j'essaye d'utiliser un max dans mes prods ici maintenant parce que juste, elle fonctionne très bien. Donc, on va commencer par notre idéation et notre planning. On va faire aussi comme si vous avez pensé à engager quelqu'un à la narration ou vous vous occupez vous-même de la narration pour votre jeu, donc à mettre en contexte. Et ici, justement, notre idéation, notre planning, qu'est-ce que ça va être notre but à faire à ce moment-là en narration? Il faut faire de la doc précise, basée sur nos références. C'est le moment d'en avoir plein des références et de savoir, encore une fois,
pourquoi on utilise ces références. Comment aussi on va utiliser ces références, comment elles vont s'imbriquer dans le jeu, comment on va transférer ce concept en design dans notre jeu, en mécanique dans notre jeu. Il faut penser aussi aux outils qu'on va utiliser, il faut établir la vision narrative avec des références, et aussi faire un scope à différentes étapes, un must-have, un nice-to-have, bon, ça normalement vous le savez, mais surtout faites-le réalistiquement. Genre, à quoi peut se résumer votre jeu au minimum du minimum? En gros, qu'êtes-vous prêt à cut? Ok, on n'a pas encore commencé à travailler sur le jeu, mais vous devez savoir qu'est-ce que vous allez cut déjà à ce moment-là. Ça arrivera. Ensuite, on a la pré-production. Bon, ça va être quoi notre objectif en pré-production, en narration? C'est voilà, établir un workflow qui va permettre de créer du contenu narratif au niveau de ce que vous voulez voir in-game à la sortie. Donc on design, on documente les canaux narratifs, on crée des style guides d'écriture, bref, on fait tout ce qu'on peut pour faciliter la production qui arrivera après, parce que ce moment-là, c'est comme Marie va vous en parler, ce sera très intense. Et à la fin de cette pré-prod, vous êtes censé avoir une démo ou une vertical slice qui va montrer à quoi le jeu va ressembler clairement. C'est pour ça que vous n'êtes pas non plus... Cette démo, je vous conseille aussi de ne pas la commencer en narration au début de votre jeu. Vraiment, dégagez tout ce qui va être exposition, tout ce qui va être tutoriel, on s'en fout pour cette démo. On veut juste savoir à quoi on va jouer une fois que le jeu sera financé, en fait. Donc, vous voulez de l'exposition, vous mettez un carton au début de votre jeu qui explique l'histoire jusqu'ici avec un peu d'exposition. Vous voulez des tutos, mettez-les directement en carton juste avant de commencer à jouer. Comme ça, c'est clair et net. Et il n'y a pas de temps à perdre là-dessus. Comme ça, vous pouvez concentrer vos forces sur votre expérience de jeu. Ensuite, on passe à la phase de la tête dans le guidon, comme j'aime à l'appeler. C'est le moment de la production, c'est le moment où si vous avez mal fait votre pré-prod, vous êtes en galère parce qu'il faut répondre à plein de questions et c'est le moment où vous voulez faire plutôt que répondre à des questions. C'est le moment aussi où il va falloir commencer à faire entrer la QA pour tester et encore tester pour être sûr que votre jeu va fonctionner à la fin. Et ne pas négliger aussi le temps d'implémentation. Je sais qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui travaillent en méthode agile, enfin à peu près, et qui du coup sont là en mode oui, non mais ça va me prendre 3 jours, sauf que dans les 3 jours, on compte pas le temps de l'implémentation ni le temps du debug. Donc du coup, on se retrouve à oui, en fait, ça on en a pris 6 parce que un tel a pas pu me livrer ça à temps et du coup, je suis en galère. Et enfin, bravo, on s'applaudit très fort. Votre jeu vient d'être publié. Il vous reste encore peut-être des petits bugs par-ci, peut-être que vous voulez faire un DLC ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de votre projet, qu'il ait été publié ou non d'ailleurs. Et en fait, non, c'est toujours pas terminé. Ce qu'il faut faire, c'est un post-mortem de votre retour d'expérience aussi sur ce qui était bien ou ce qui était moins bien et de comment est-ce que vous pourriez vous améliorer pour un prochain jeu. Il faut savoir qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites. Donc, même si votre jeu n'est pas allé jusqu'au bout, c'est pas grave, faites quand même un post-mortem et voyez ce que vous pourriez améliorer pour le prochain. Bon, on arrive à la fin de la talk. On a été un petit peu rapide, excusez-nous, mais ça voudra dire plus de temps pour les questions après. Avant de passer à ça, on aimerait bien faire une conclusion et un petit récap des solutions dont on a discuté ici pendant cette talk. Que ce soit définir une vision claire pour que votre équipe elle sache où elle va et bien gérer ses références. La communication aussi pour faciliter le travail de votre équipe. Engager la bonne personne parce qu'en fonction, vous voulez peut-être un travail de ghostwriting alors que vous engagez un narrative designer. Préférez cut que crunch pour préserver autant la qualité du jeu que la santé de votre équipe. Il faut aussi clarifier la pipeline narrative, la respecter pour savoir où on va, qu'est-ce que chaque niveau de notre prod doit apporter à notre projet. Créer des contre-pouvoirs au sein du studio pour empêcher le déraillement, que ce soit à tous les niveaux de hiérarchie du studio. Se remettre en question sur ses biais aussi, parce que on est plusieurs et on est avant tout humain. Accepter aussi que vos joueuses soient intelligents et ne pas tout leur expliquer, et justement moins vous leur expliquerez, plus ça participera aussi à la com de votre jeu, parce que on aura justement des forums qui commenceront à dire ah ouais mais là t'as compris quoi et tout, ouais moi j'ai pas du tout compris ça, mais alors du coup les gens vont parler de votre jeu tout simplement. Et puis avant tout, sachez qu'on est humain, on est des êtres humains même, c'est important. Ça inclut de faire des erreurs, de ne pas être parfait, mais si on se rend compte de ça, ou si on se rend compte des erreurs et qu'on s'améliore,
bah, écoutez, c'est mieux. Et à savoir aussi, à noter quelque chose de très important, c'est qu'une prod humaine, ça reste une production qui a quelque chose à dire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Du coup, le QR code qui va directement vers le Google Doc. Et si vous avez des questions, ben, c'est maintenant. Je vous laisse vous partager le micro. Bonjour et merci pour ce talk. J'avais une question par rapport à l'utilisation des caméras et notamment dans les dialogues. Est-ce que c'était un outil qui avait été beaucoup utilisé pour faire de la narration dans Caravan Sandwich et comment ça a été implémenté, quels sont les corps de métier qui ont dû interagir et tout ça. Voilà. Merci. Clairement, merci pour la question. Mais clairement, la caméra, c'était un outil important avec lequel on a travaillé justement déjà avec la direction pour savoir c'était quoi les intentions des caméras dans les scènes de dialogue de Caravan Sandwich. Ensuite, on a eu notre programmeur, il me semble que c'était Gaëtan, si je ne dis pas de bêtises, qu'on aime beaucoup, qui a justement travaillé sur l'outil des scènes de dialogue pour pouvoir, pour que nous, en tant que narrative designer, on puisse la bouger comme on voulait. Et juste rendre la scène intéressante, même si honnêtement, notre côté, ça a été plus des placeholders. Après ça, on a eu Charles, si je ne me trompe pas, qui est aussi présent dans la salle, qui est repassé sur les caméras. Ou pas, aussi si tu es repassé sur les caméras, pour justement aligner la direction artistique avec ces scènes de dialogue. Et au final, c'est quand même un bon travail d'équipe aussi. Oh non, ne tombe pas. Petite question, comment vous faites pour playtester une narration sans avoir forcément de proto ou savoir si elle fonctionne ou non l'histoire? Est-ce que tu parles de Caravan Sandwich ou en général? En général ou Caravan Sandwich du coup, parce que c'est... Alors, je vais faire Caravan Sandwich, puis en général maintenant dans ma pratique à moi. Caravan Sandwich, Vas-y, tu veux? Caravan Sandwich, on a commencé par un premier playtest de narration. On était au tout début de la pré-production et on a fait un twine où il y avait vite fait quelques images et tout le fil narratif du scénario et qu'on a commencé à faire tester. Ça a été le tout premier playtest de Caravan. Et puis une fois que la narration commençait à s'implémenter dans le jeu, on a fait pas mal de playtests entre équipes, dans l'équipe pour voir est-ce que ça correspond à notre vision, est-ce que ça correspond à ce qu'on veut dire, est-ce que c'est quoi les bugs surtout, hein, parce qu'honnêtement la narration elle s'adapte par rapport aux bugs qu'on a sur lesquels on pouvait tomber aussi. Je me souviens d'un bug très rigolo qu'on avait d'ailleurs dans Caravan. À un moment, Nefl explique un outil qu'elle a créé. Et c'est une énorme bulle de dialogue parce que Nefl est passionné par ce qu'elle crée. Et si on passait la bulle de dialogue de Nefl à ce moment-là, ça faisait crasher le jeu parce que vous êtes obligé d'écouter Nefl quand il parle. C'était très rigolo. Ça me faisait beaucoup plaisir en tout cas en narration. Mais clairement, on testait ça entre nous pour justement, et on avait la vision des directrices qui nous aidait justement à bien adapter la narration à ce qu'elles avaient en tête. Maintenant, ici, c'est pas non plus l'idéal parce que ça prend du temps de faire des playtests. Ça pouvait nous prendre une journée entière de playtest et une journée en prod, c'est cher. Du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de tester votre narration version papier. Faites des jeux de rôle avec vos personnages, voyez s'ils fonctionnent. Faites des fiches de personnages. Faites une table de jeu de rôle avec les personnes de votre équipe et testez, voir si on comprend bien qui est qui, si les personnages sont assez caractérisés, si une quête en vaut la peine, si elle est intéressante. C'est quelque chose que je fais un peu plus maintenant et vraiment, ça marche bien. Merci pour le talk. Une question sur les contre-pouvoirs, le type que vous avez donné dessus. Déjà, je ne suis pas sûr d'avoir compris si c'était spécifique à la narration ou si c'était plus global.
Et est-ce que vous aurez des exemples concrets sur la façon dont on peut gérer ces contre-pouvoirs? C'est qui la personne qui parle? J'arrive pas. Ah, tu es là. Excuse-moi, je te voyais pas, du coup je savais pas qui regardait. Mais malheureusement, nous n'en avions pas pour Caravan Sandwich, donc j'ai pas non plus d'exemple concret. Là, c'est plus une idée que j'aimerais bien que les studios mettent en place pour justement éviter certaines catastrophes, on va dire. Mais clairement, je pense que ça peut être juste donner du poids aux employés en fait dans un studio, que ce soit par la création d'une section syndicale, par exemple. Syndiquez-vous. C'est important. Et quelle que soit aussi la taille du studio, ça peut varier de taille en taille de studio. Mais voilà, clairement, c'est quelque chose que je pense on aurait vraiment beaucoup bénéficié de ça sur Caravan Sandwich et que j'essaye de pousser dans mes nouvelles prods. J'espère que ça a répondu à ta question, plus ou moins. Merci pour le talk, c'est bien de mieux comprendre vos métiers, donc c'est cool. Je me demandais par rapport au point, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, de en gros respecter l'intelligence des joueurs et des joueuses. Comment vous abordez ça pour que ça ne se transforme pas en problème d'accessibilité? Par exemple, si quelqu'un a des soucis d'attention, etc., pour que ça ne devienne pas quelque chose qui va mettre de côté certaines personnes, quoi. C'est hyper intéressant comme question. Au niveau de l'accessibilité, j'aurais tendance à dire il y a déjà beaucoup de choses qui existent dans les jeux vidéo sur l'accessibilité et généralement en UX, on a tendance à privilégier ce qui existe déjà parce que les gens sont habitués à ce qui existe déjà. Donc des personnes qui ont des soucis là-dessus auront tendance à faire toujours les mêmes mécaniques. Donc j'aurais tendance à dire inspire-toi des jeux qui le font déjà bien. En termes d'accessibilité, je crois qu'il y avait Flat-Eye qui était très très bien là-dessus. Et du coup, reproduit des mécaniques qui sont déjà mises en place parce que les joueurs sont aussi habitués à revoir les mêmes patterns. Bonjour. Moi, j'avais une question un petit peu plus légale. C'est sur la partie vraiment droit d'auteur, en fait, de l'écriture. On voit que dans le monde de la série ou dans le monde du film, assez rapidement, les auteurs ont quand même des revenus vis-à-vis de leur œuvre. Dans le monde du jeu vidéo qui appartient au logiciel, ce qui est toujours un peu bizarre, est-ce que vous mettez en place différentes choses pour quand même respecter un minimum les droits d'auteur des écrivains N, ou est-ce que vous fonctionnez vraiment dans le monde du logiciel, quoi? Ça dépend du type de contrat que tu vas avoir. Ouais. Si par exemple tu as un contrat salarié sur une production, tu vas beaucoup plus. Là, clairement, ton droit d'auteur appartient à ton patron ou ta patronne. Tu peux signer des choses comme quoi tu peux avoir des tu peux avoir des cessions de droits, mais en fait, de base, le contrat de travail dit que la cession de droit est d'office. Tu peux avoir des clauses qui font varier cette cession de droit en fonction de la localisation du jeu, en fonction de la traduction et tout. Et tu peux augmenter aussi cette cession de droit. En freelance, je sais que c'est on a du mal à faire justement rentrer cette cession de droit dans nos contrats parce que beaucoup pensent que c'est d'office, alors que non. Une cession de droit, ça se paye, ça vaut généralement cher en fonction du public qu'on vise. Ça doit être délimité dans le temps, ça doit être délimité géographiquement. Donc en fait, c'est très complexe. Je suis malheureusement plus juriste. Ça fait partie de mes vies antérieures, donc je suis plus du tout à jour là-dessus. Mais j'aurais tendance à te conseiller de te rapprocher du coup d'un juriste en propriété intellectuelle. Et même pour eux, c'est des nœuds au cerveau. Après, ici, je peux parler un petit peu pour la partie freelance ou plus comment est-ce qu'on fait ça exactement. À savoir aussi, je suis belge, au cas où vous l'auriez oublié. On n'a pas les mêmes règles en Belgique qu'en France et je ne sais même pas si c'est unifié au niveau européen. Honnêtement, j'en sais rien. Mais ce que je fais, moi, de mon côté, du coup, c'est que lorsque je fais des contrats freelance, pour une production, une pré-production, même de l'idéation, je fais un devis avec certaines clauses qui sont à respecter et qui, en termes de droit d'auteur, disons que ça me protège plus dans le sens où, si on me demande par exemple d'écrire un truc raciste, je vais dire non. Non, et d'ailleurs c'est dans mes clauses, dans les clauses du contrat, je ne suis pas amenée à faire ça, je suis protégée, je peux vous dire non.
Après, il arrive aussi que certains studios ne veulent pas signer justement ces devis parce que il y a des clauses, et il n'y a pas que des clauses regardant ça, il y a aussi tout ce qui concerne l'IA, où j'ai pas envie que mes textes alimentent des IA, faut pas déconner, mais si vous voulez me payer 4 fois mon prix, pas de souci, alors à ce moment-là on peut s'entendre. Donc il y a toujours moyen de discuter, mais voilà, les clauses peuvent vous protéger. Bonjour et merci pour la présentation. J'avais une question vis-à-vis de votre planche à propos du crunch et du cut, qui est évidemment très pertinente. Et vous aviez parlé qu'il y a toujours des solutions pour rebondir sur nos histoires. Est-ce qu'il y a des méthodologies que vous mettez en place pour prévenir justement les risques d'une histoire trop grande et des chemins de traverse pour pouvoir en fait venir retravailler l'histoire simplement si on doit cutter une séquence entière ou un niveau entier? Oui, pour le coup, moi j'utilise un outil narratif que j'aime assez bien qui s'appelle le Story Stack. Est-ce qu'il y en a qui connaissent dans la salle? Je vais vous parler du Story Stack. J'ai l'impression de faire ma prof maintenant. Je suis aussi professeure à la Haute École Albert Jacquard, j'ai oublié de le dire, mais voilà, je vais utiliser ma voix de prof. Donc le Story Stack, qu'est-ce que c'est? C'est un super outil de design et de narration qui permet d'harmoniser ce qui va être vos mécaniques de jeu et votre narration. Ça va utiliser 5 points importants qui vont ici du moins flexible au plus flexible. Vous allez devoir établir votre player fantasy. Qui est-ce que vous incarnez dans un jeu? Par exemple, on va prendre un exemple facile. Quand vous jouez à un jeu de Spider-Man, à quoi est-ce que vous vous attendez à avoir comme fantasy? Vous incarnez Spider-Man, tout simplement. Puis, vous allez avoir vos actions et vos mécaniques. Comment est-ce que vous faites en sorte d'incarner Spider-Man dans votre jeu? Vous baladez d'immeuble en immeuble, vous arrêtez des criminels, vous grimpez sur des immeubles comme une araignée. Ces mécaniques-là, elles doivent se retrouver dans votre jeu. Ensuite, vous allez avoir votre économie. Et par économie, j'entends comment est-ce que vous faites comprendre à votre joueur, à votre joueuse, qu'elle va dans la bonne direction, qu'elle est en train de bien jouer au jeu. Par exemple, vous faites des missions, et à la fin des missions, il y a des récompenses, il y a des succès qui sont débloqués, il y a des trophées, il y a des nouvelles capacités. Ça, c'est un système d'économie de progression qui permet de cadenasser votre progression, justement. Ensuite, tout ça, ça doit avoir lieu dans un monde, et votre monde doit pouvoir faire fonctionner les 3 points dont on a parlé auparavant. C'est pour ça que Spider-Man, on a besoin d'une grande ville pour arrêter des criminels, mais aussi on a besoin de hauts buildings parce que s'il ne peut pas s'accrocher à des hauts buildings, il va s'écraser sur le sol, Spider-Man, donc c'est pas pratique. C'est ça que on peut avoir une ville comme New York comme monde qui peut nous aider. Et enfin, là, une fois que vous avez ces 4 points, vous avez votre histoire. Et votre histoire, son but, c'est qu'elle fasse fonctionner ces 4 points. Et vous pouvez autant avoir une grande histoire qu'une plus petite histoire, tant que ces 4 points fonctionnent et qu'on puisse justement jouer, cadenasser justement l'histoire à ces mécaniques de gameplay, à ce monde, à cette économie, à cette fantasy. Et ça permet aussi vraiment de bien cut, en fait. Vous pouvez cut beaucoup plus facilement parce que vous savez que ce qui fait fonctionner votre jeu sera toujours là. Du coup, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et puis après, c'est au narrative designer, au game writer de tricoter les fils de la narration tous ensemble pour que ça fasse un joli pull. On va dire ça comme ça. J'espère que ça a répondu à ta question. Merci pour la conf, c'était super. Je me pose une question. J'ai vu que la traduction arrive assez tard dans la prod. À quel point vous, en termes de design, c'est quelque chose que vous anticipez, notamment sur la gestion des références, si vous voulez rajouter des blagues qui sont importantes pour l'intrigue ou pour le caractère développement d'un personnage, à quel point c'est quelque chose que vous anticipez vous, ou à quel point c'est quelque chose que vous laissez le traducteur faire sa tambouille et faire en sorte que ça fonctionne? En soi, c'est bien d'y penser le plus tôt possible. Dans le workflow narratif qu'on a présenté, que vous pourrez aussi retrouver dans le Google Doc, on n'a justement pas intégré la localisation et le voice acting, par exemple, là-dedans. Mais effectivement, c'est un schéma qui est à intégrer, vous, si vous en avez, et à mettre à jour en fonction de vos besoins. Donc là, clairement,
Moi, je sais que dans mes Excel, généralement, j'ai à côté une case quand je fais une blague en mode bon bah là, je fais une blague là-dessus et le but c'est d'évoquer ça. Donc justement pour aider à la localisation. Et quand il y a du voice acting, bah tu as un petit truc description en plus en mode bon bah je veux ce ton-là. Une deuxième question, c'est sur les thématiques et les valeurs du jeu. Vous avez parlé au début de la conférence que parfois on a envie de mettre un peu toutes nos valeurs à la fois. Et j'étais curieux un peu de savoir, quand vous travaillez là-dessus, dans quelle mesure est-ce que vous partez de vos valeurs et vous créez des mécaniques de jeu et une histoire pour exprimer ces valeurs, ou au contraire, dans quelle mesure, à partir de ce que vous avez déjà en termes d'histoire et de mécanique, vous vous dites, en fait, ça mènerait plutôt vers cette autre valeur, elle serait intéressante à exprimer là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Parce que... C'est de l'œuf ou la poule. Ça va dépendre en fait à quel moment déjà le narrative designer arrive dans votre équipe. S'il est là au tout début, trop cool. Généralement, ça se fait les deux en même temps et on essaye de voir quelle mécanique pourrait porter quelle valeur et quelle valeur pourrait être portée par quelle mécanique. Quand on arrive après, généralement, les mécaniques, elles sont déjà posées et les valeurs, elles sont perdues au fin fond d'un Google Doc et on ne sait pas laquelle c'est précisément. Donc, généralement, tu as toujours un travail d'audit où tu vas lire déjà tout ce qu'il y a pour t'en imprégner et après tu vas essayer de voir faire ressortir ok, votre gameplay c'est ça, j'ai identifié que vous vouliez parler de telle valeur parce que généralement il y en a déjà beaucoup trop et après notre travail ça va aussi être de faire là vu ce que vous avez déjà mis en place parce que très souvent il y a déjà un petit proto ou quelque chose à montrer, je pense que c'est plus ce message là que vous êtes en train de porter avec ce gameplay. Et je pense que c'était notre dernière question, parce qu'on ne va pas avoir le temps pour beaucoup plus. Eh bien, merci beaucoup. Merci.